Le Polonais Kania, invité à Moscou, il s'y rend demain. Duel Carter-Reagan, les Américains donnent une légère prime aux Républicains. Pierre Mauroy, François Mitterrand doit se prononcer le 8 novembre, sinon feu vert pour Michel Rocard. Fioul lourd, 30% d'augmentation, un handicap pour les industriels. Madame, monsieur, bonsoir. Une bombe a explosé aujourd'hui au milieu du grand hall de la gare centrale de Pékin. Il y aurait au moins 7 morts et une trentaine de blessés parmi les milliers de voyageurs qui se trouvaient là au moment de l'explosion. Aussitôt, l'accès de la gare a été interdit, on n'en sait guère plus pour l'instant. De Pékin, une correspondance de l'agence France-Presse. Un témoin oculaire a affirmé qu'un engin avait explosé en haut de l'escalier mécanique du grand hall central et plaqué à terre plusieurs dizaines de personnes. Aucun incident de ce genre n'a jamais été rendu public en Chine populaire. Une foule nombreuse se pressait dans la gare au moment de l'explosion. Les soldats et policiers armés de matraques ont depuis interdit l'accès du grand hall, repoussant des centaines de badauds. Les témoins du drame ont par contre été retenus par la police à l'intérieur du périmètre de sécurité. Oui, je pense que nous aurons dans la soirée d'autres informations sur l'importance qu'il faut accorder à cet événement qui traduit tout de même une certaine agitation politique en Chine. La dépêche est datée de 19h30 aujourd'hui. Elle vient de Varsovie, du bureau de l'agence France-Presse. Elle indique le premier secrétaire du Parti ouvrier unifié polonais, M. Kania, et le Premier ministre, M. Pikonski, se rendront jeudi à Moscou à l'invitation du comité central du Parti communiste soviétique et du gouvernement de l'URSS. C'est une annonce qui a été faite par l'agence officielle polonaise ce soir. Alors bien sûr, Georges Portoli, on a l'impression pour l'instant seulement que les événements se précipitent quelque peu en Pologne. On a le souvenir de la Tchécoslovaquie. Oui, on a un peu l'impression qu'entre Moscou et Varsovie, on touche ce soir à la minute de vérité. Il faut bien se dire que maintenant, il y a presque 2 mois que M. Kania et son équipe réussissent cette espèce d'équilibre invraisemblable qui consiste à composer avec les revendications ouvrières sans pour autant perdre la confiance ou du moins la tolérance de Moscou. Mais la convocation, car c'en est sûrement une, de M. Kania à Moscou demain sonne cette fois comme un nouveau et comme un grave avertissement. Alors il y a un détail qui retient l'attention, vous venez de le dire, M. Pinkowski sera avec M. Kania à Moscou demain, c'est-à-dire qu'il est peu probable qu'il soit de retour vendredi à Varsovie pour y recevoir, comme il l'avait promis, les représentants des syndicats Solidarité, ou bien s'il est de retour très très vite, ça risque d'être avec des consignes d'extrême fermeté et non pas la possibilité de continuer le dialogue. L'une comme l'autre hypothèse risque évidemment de conduire les syndicats à la grève et à des affrontements. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que depuis quelques jours, tout se passe comme si Moscou était tenté par une politique de dureté qu'elle jouerait d'abord par alliés interposés. Il y a eu hier cette décision de Berlin-Est de réduire au minimum les relations avec la Pologne. C'est un premier avertissement. Il y a eu aujourd'hui une attaque très dure d'un journal tchécoslovaque contre les syndicats polonais. Autre avertissement. Il y a toutes sortes de signes de ce genre. Alors que se passe-t-il ? Moscou sait que ce soit Carter, que ce soit Reagan, la détente est malade pour longtemps en Europe. Alors Moscou est-il tenté de jouer le contraire de la détente, c'est-à-dire de faire place nette en Pologne, de jouer la manière forte en Pologne? C'est possible. On veut évidemment espérer qu'il n'en sera rien, car ce serait risqué, ce serait dangereux pour tout le monde, y compris pour l'URSS. On veut espérer que messieurs Kania et Pinkowski reviendront de Varsovie avec encore une fois la possibilité de poursuivre leur expérience de dialogue et non pas avec un ultimatum. Merci Georges Bortelli. Au Moyen-Âge, les tournois servaient à départager les seigneurs. Aujourd'hui, la version moderne de ces combats singuliers, c'est le duel télévisé. Pour la première fois, la nuit dernière, à une semaine tout juste des élections, M. Carter rencontrait M. Reagan. Je vous propose de revivre la fin de ce face-à-face, la conclusion des 2 candidats. I think when you make that decision, it might be well if you would ask yourself, are you better off than you were 4 years ago? Is it easier for you to go and buy things in the stores than it was 4 years ago? Is there more or less unemployment in the country than there was 4 years ago? Is America as respected throughout the world as it was? Do you feel that our security is as safe, that we're as strong as we were 4 years ago?
And if you answer all of those questions yes, why then I think your choice is very obvious as to who you'll vote for. If you don't agree, if you don't think that this course that we've been on for the last 4 years is what you would like to see us follow for the next 4, then I could suggest another choice that you have. The United States must be a nation strong. The United States must be a nation secure. We must have a society that's just and fair. And we must extend the benefits of our own commitment to peace to create a peaceful world. I believe that since I've been in office, there have been 6 or 8 areas of combat evolved in other parts of the world. In each case, I alone have had to determine the interest of my country and the degree of involvement of my country. I've done that with moderation, with care, with thoughtfulness, sometimes consulting experts, but I've learned in this last 3.5 years that when an issue is extremely difficult, when the call is very close, the chances are the experts will be divided almost 50-50. And the final judgment about the future of a nation, war, peace, involvement, reticence, thoughtfulness, care, consideration, concern, has to be made by the man in the Oval Office. Le rituel veut aussi qu'après chaque grand duel télévisé, on compte les points comme dans un match de boxe, c'est-à-dire que l'on procède à des sondages. Qui a gagné, qui a perdu? Le commentaire de notre correspondant à Washington, Jacques Segui. Après les 8 questions posées aux candidats et le décompte fait selon les formules des combats de boxe, je donnerai 4 points à M. Carter, 3 points à M. Reagan et un résultat nul. Et je poserai tout de suite la question de savoir si ce genre de débat, où les deux adversaires ne dialoguent jamais directement, est à même de démontrer qui peut être président des États-Unis. À la fin de la confrontation, M. Carter, enfin, a souri et M. Reagan était heureux, car il n'avait pas fait de gaffe. Les deux hommes étaient très satisfaits de leur soirée, car ils ont montré les différences qui existent depuis le début de la campagne entre eux. Ce matin, un sondage fait apparaître qu'ils ont gagné chacun 6 points, glanés chez les indécis. Mais pour la presse américaine, le débat n'est pas décisif et plus grave, il n'a rien apporté de nouveau. M. Reagan s'est défendu d'être un va-t-en-guerre et M. Carter a clamé qu'il est l'homme de la paix. Mais il est intéressant de noter, d'autre part, qu'à chaud, dans une première réaction, 2 Américains sur 3 avaient pensé que c'est M. Reagan qui avait gagné. Impression corrigée ce matin et dans les dernières heures de la nuit. Il était donc 1h du matin à Washington. Je crois que Carter a gagné. Reagan est resté vraiment trop superficiel. Reagan or Carter? Reagan. Je ne peux pas me décider comme ça. Les deux ont fait trop de réponses faibles et puis ils ont fui toutes les questions. Carter. Between Carter and Reagan, which one was better? Oh, je les ai vraiment trouvés très très mauvais. Pretty bad. I personally think that probably Mr. Reagan did best. Dans mon cœur, j'ai peur qu'il veut retourner à la passé et j'ai un peu peur de Reagan. Je crois que Carter était mieux dans le débat. Et vers 11h du matin aujourd'hui, qu'en pensait-on dans les rues de Washington? Je crois que ça a été très très serré, mais c'est sans doute Carter qui a gagné. Match nul, personne ne va changer d'opinion après ça. L'élection est dans 6 jours et les deux adversaires, même après le débat, restent donc toujours à égalité. Dans ce face-à-face, ni M. Reagan ni M. Carter n'ont véritablement abordé le problème des otages américains en Iran, qui est pourtant d'une importance considérable dans cette bataille présidentielle. En Iran, on annonce ce soir officiellement que le Parlement tiendra demain une réunion publique sur le problème des otages et des conditions de leur libération. Jusqu'à présent, il faut le souligner, les débats avaient eu lieu à huis clos et la consigne a été donnée à tous les députés d'être présents. Sur ces images, nous voyons le nouvel endroit, l'ambassade des États-Unis, où tous les otages ont été réunis avant cette décision donc qu'on attend peut-être pour demain de la part du Parlement iranien. Une information qui va ce soir dans ce sens, l'un des principaux dirigeants du régime iranien, l'ayatollah Khalkhali, a déclaré à la télévision suédoise
que Téhéran pourrait être amené à libérer les otages avant les élections américaines, c'est-à-dire avant le 4 novembre, car c'est le meilleur moment pour essayer de conclure un marché avec l'Amérique, a conclu l'ayatollah Khalkhali. Monsieur Raymond Barre souhaite que les Français faisant partie de la communauté juive participent à la défense des libertés et à la cohésion nationale et qui n'aient surtout pas la tentation de se replier sur eux-mêmes. C'est ce que le Premier ministre a déclaré au journal L'Arche, le magazine du judaïsme français. Et au Parlement, cet après-midi, le ministre des Affaires étrangères, M. Jean-François Poncet, est revenu, lui, sur les déclarations de M. Begin à la suite de l'attentat de la rue Copernic, accusant la politique anti-israélienne de la France de favoriser involontairement l'antisémitisme. M. Jean-François Poncet a dit « Le gouvernement ne peut accepter que soit suspecté d'antisémitisme quiconque proposerait une politique différente de celle préconisée par M. Begin ». Un convoyeur de fonds tué ce matin dans la banlieue de Lyon par 3 gangsters qui se sont attaqués à son fourgon blindé avant de prendre la fuite. Les explications de Jean Mamet. Les malfaiteurs n'hésitent plus à tirer. Ils ont tué cette fois un policier en retraite, père de 6 enfants, venu en compagnie d'un collègue tenter d'enrayer la tentative de hold-up. Une brève fusillade à la porte même de la banque, un mort, 60 000 francs de butin, un otage pour couvrir leur fuite. Les bandits n'ont pas hésité, mais la violence et la rapidité d'action ne laissent ce soir que peu d'indices. On est tombé en plein hold-up dans la banque. À ce moment-là, on s'est reculé derrière les poteaux pour se camoufler. Et j'ai vu sortir le directeur avec 2 ou 3 bandits, quoi. Des gangsters qui ont pris la fuite vers Lyon à bord d'une R5. L'otage libéré, la voiture était retrouvée un peu plus tard, depuis plus aucune trace. Une vaste opération de ratissage a été déclenchée sur Lyon et ses alentours. Elle n'a pour l'instant rien donné. Oui, et dans cette atmosphère de violence, première réaction aujourd'hui à la sortie du Conseil des ministres de M. Perfit, le garde des Sceaux, qui commente la décision de la Cour d'assises de Paris qui hier a condamné, je vous le rappelle, à mort Philippe Maurice, meurtrier d'un policier. M. Perfit. La décision qui a été prise par la Cour d'assises de Paris, après celle qui a été prise par la Cour d'assises de Calais, montre que le sentiment d'insécurité qui atteint les Français est parfaitement perçu par les jurés et comporte des leçons que nous devons méditer. Alors avec cette condamnation à mort et les 2 autres prononcées la semaine dernière, le problème de la peine capitale est donc à nouveau posé. Le président de la République, il y a quelques années, le ministre de la Justice ensuite avait déclaré que pour en débattre, il fallait attendre une période propice. Ce n'est pas l'avis de M. Bernard Stasi, vice-président de l'Assemblée nationale et partisan de l'abolition, qui estime, lui, qu'il n'y aura jamais de période plus ou moins favorable dans l'opinion publique et que c'est au Parlement de montrer le chemin à suivre. M. Stasi. Je crois qu'il y a 2 conclusions à tirer. La première, c'est qu'on n'abolira pas la peine de mort en douceur. Jusqu'ici, on nous avait dit que la peine de mort allait disparaître progressivement, qu'elle ne serait plus prononcée et encore moins appliquée, et que par conséquent, ce n'était pas la peine de voter un texte. Je crois que les décisions qui viennent d'être prises nous montrent que nous avions raison de penser qu'il faudra que la souveraineté nationale, que le Parlement prenne ses responsabilités clairement et se prononce dans le sens favorable, je l'espère, pour l'abolition de la peine de mort. En prenant le risque d'aller à l'encontre de l'opinion publique. J'estime que lorsqu'il s'agit d'un problème de cette nature, il faut que nous éclairions l'opinion publique et que nous lui fassions comprendre que la peine de mort est indigne de notre pays, et qu'elle ne répond à aucun des objectifs qu'on lui assigne, autrement dit qu'elle n'est pas dissuasive, qu'elle n'est pas exemplaire et qu'elle n'élimine pas les individus les plus dangereux. C'est la thèse inverse de celle du garde des Sceaux et également du président de la République. Le président de la République n'a jamais eu l'occasion de se prononcer sur ce point. Quant au garde des Sceaux, on sait qu'il est philosophiquement pour l'abolition de la peine de mort, mais il considère que le moment n'est pas venu parce que l'opinion n'est pas prête. D'où la nécessité précisément d'éclairer l'opinion. Et je constate que si les jurys se sont prononcés à 2 reprises pour la peine de mort ces derniers temps, c'est parce qu'ils ont subi les pressions de l'opinion. Ce qui prouve que le fait qu'un criminel
se voit ou non condamné à avoir la tête tranchée dépend très largement du moment où se déroule son procès. Il y a là une profonde injustice. La peine de mort est un peu distribuée au hasard. Alors Paul Lefebvre, il y a dans cette affaire de la peine de mort à la fois un problème politique et un problème philosophique. Oui, il faut dire les choses clairement. Problème politique, simplement parce qu'au dernier sondage, 57% des personnes interrogées se prononcent pour la peine de mort, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que chacune de ces personnes se prononcerait pour la peine capitale si elles étaient jurées. Ce sont deux choses bien différentes. Mais en attendant, ces 57% qui proviennent d'ailleurs de tous les points de l'horizon politique, ces 57% votent. Or, du point de vue politique, le règlement, la mise à jour du débat sur la peine de mort, qui n'intéresse au premier chef que 4 ou 5 personnes par an, il faut bien le dire, n'est pas d'une actualité brûlante. Il y a bien une quantité d'autres dossiers plus urgents. Et finalement, à y regarder de plus près, on voit peu de formations politiques, opposition ou majorité d'ailleurs, qui ont fait de ce problème leur cheval de bataille. En fait, je crois que personne n'a tellement envie pour l'instant de s'entre-déchirer sur un problème de fond qui provoque sur les électeurs, sur ces électeurs, des réactions passionnelles qu'on ne peut actuellement prévoir. C'est la raison pour laquelle je crois, mais je peux me tromper, le débat sur la peine de mort a été reporté au-delà des présidentielles. Et puis il y a une autre raison sur le plan politique, moins électoral mais plus concrète. L'augmentation des actes d'autodéfense, des actes dits de légitime défense, dont beaucoup débouchent sur des homicides. Il y a déjà un nombre impressionnant. C'est la conséquence directe de ce climat d'insécurité dans lequel beaucoup de Français croient vivre. C'est un danger réel sur lequel le garde des Sceaux a insisté au cours du débat à l'Assemblée nationale et sur lequel, j'en suis sûr, il insistera de nouveau la semaine prochaine au Sénat. À cela s'ajoute évidemment le malaise diffus d'une police sur laquelle on tire beaucoup, qui par réaction tire aussi très vite parfois, une police qui, à défaut d'être comprise, voudrait non pas être vengée, mais au moins considérée. À cela s'ajoute donc le problème philosophique après le problème politique. Oui, c'est un problème d'éthique de société qui est en quelque sorte gommé par deux malentendus. D'abord, le climat d'insécurité est provoqué surtout par la petite criminalité quotidienne qui ne relève pas de la peine de mort, mais les gens font l'amalgame, symbolisent leur peur au travers de la peine capitale. Et deuxième malentendu, tout le monde croit que la guillotine fait peur aux voyous. Or, l'histoire, l'expérience, les chiffres, les sondages et les études prouvent que la peine de mort n'a aucune influence sur la criminalité. Alors reste un certain goût du sang qui efface le sang. Oui, et la violence que l'on ne peut passer sous silence tient déjà suffisamment d'importance dans l'actualité, sans y ajouter celle qui n'est pas indispensable ou carrément gratuite. C'est le sens des décisions prises cet après-midi par les 3 présidents de chaînes de télévision qui ont rencontré le ministre de la Communication, M. Lecas. Si les télévisions arrivent à appliquer ce code qui est tout à fait libéral, ne serait-ce que parce qu'il n'est pas législatif, qui n'est pas dans les cahiers des charges, et qu'il s'agit en réalité d'un code de bonne conduite décidé en concertation, y compris, on vous l'a dit, pour l'information avec les journalistes, etc. Si elles arrivent à appliquer ça, elles échapperont et elles feront échapper un secteur de la vie publique française à une tendance de l'opinion publique. Il suffit de regarder pour savoir qu'elle est une tendance à manifester une très grande inquiétude au nom de la sécurité, de la recherche de la sécurité, devant de trop nombreux phénomènes. Eh bien, si nous faisons échapper la télévision à cela, en lui garantissant justement la liberté de création et la liberté d'information par l'assurance qu'aura l'opinion publique que tout de même tout ceci n'est pas conduit de manière irresponsable, qu'on fait un peu attention, qu'on ne fait pas n'importe quoi, je crois que c'est un grand progrès. Pour la 3e fois depuis le début du mois, les ministres des 9 vont se réunir demain à Luxembourg pour tenter de se mettre d'accord pour répartir les conséquences de la crise de la sidérurgie. L'Europe produit trop d'acier, ou plus exactement, elle ne parvient pas à vendre l'acier qu'elle produit. La crise de l'automobile, après celle du bâtiment, n'arrangeant pas les choses. À cela, il faut ajouter la concurrence sauvage qui fait des ravages sur le marché européen de l'acier. Pierre-Marie Thiafi. Sur le marché de l'acier, comme partout, la concurrence sauvage signifie que le meilleur gagne, c'est-à-dire la prospérité pour les mieux organisés, pour les moins chers, c'est-à-dire aussi la faillite et le chômage pour les autres. Et tout cela va à l'encontre des buts fondamentaux de la communauté européenne et du traité de Rome. Les sidérurgistes n'ont pas pu ou pas voulu régler à l'amiable l'harmonisation de leur concurrence. Le traité de Rome, dans son article 58, prévoit qu'on peut la leur imposer. Un système de contingentement de quotas. Chaque entreprise ayant le droit de produire tant de tonnes d'acier et pas plus, sous peine d'amende. C'est ce que réclame depuis un mois la Commission européenne présidée par M. Davignon. Mais il y faut l'aval des 9 gouvernements.
Depuis le 7 octobre, l'accord est acquis pour 8 d'entre eux. Restait à convaincre les Allemands qui ne s'accommodaient pas trop mal de la concurrence sauvage, car souvent, les mieux organisés, les moins chers, ce sont eux. Mais sous la pression des 8, ils ont déjà fait des concessions et admis le principe du contingentement. Demain, à Luxembourg, on tâchera d'établir un compromis, notamment dans le secteur des aciers spéciaux, auxquels les Allemands sont très attachés. Si, comme beaucoup l'espèrent, on parvient à un accord, un fait sans précédent va se produire. L'Europe, en tant que telle, imposera une certaine quantité de production à des industriels, même privés, usine par usine. Et même s'il est théoriquement prévu dans les textes depuis 20 ans, on assiste à la première apparition du dirigisme international. Il peut avoir des conséquences économiques et même politiques très importantes. Certains même y puiseront un nouvel optimisme pour l'avenir des institutions européennes, mais il ne faudra pas perdre de vue qu'il s'agit d'un dirigisme de crise, qui aura immanquablement des conséquences sur l'emploi. Même le partage bien équitable d'une crise ne peut pas la transformer en bonne nouvelle. Une douzaine d'élus de la gauche de Saint-Étienne, accompagnés par des employés de Manu France, ont remis ce matin à l'Élysée 324 000 exactement cartes en faveur de la survie de Manu France. Le problème de l'assurance chômage devra être reconsidéré. Une déclaration de M. Bergeron, le leader de Force ouvrière, aujourd'hui à Strasbourg. Compte tenu de l'augmentation prévisible à moyen terme du nombre des chômeurs, a dit M. Bergeron, les ACDIC ne pourront faire face à leurs obligations que jusqu'en mai 1981. Interview de M. Jean Menu, le président des cadres CGC au journal La Croix. Si la politique actuelle n'est pas infléchie, il faut changer de président de la République. M. Menu dresse un bilan négatif de la concertation engagée avec le Premier ministre et ajoute que la question de la présentation d'un candidat des cadres à l'élection présidentielle est posée. Troisième augmentation en un mois du prix du fioul lourd qui sert dans l'industrie. Raison essentielle de ces augmentations en chaîne, la guerre entre l'Irak et l'Iran, car une grande partie du fioul lourd français venait, je dis bien venait, du centre iranien d'Abadan. Alain Doubeski. Actuellement, la France consomme proportionnellement plus de fioul lourd que les USA. EDF brûle le tiers des besoins français. Le reste se partage entre les industriels, principalement les cimenteries, puis les chauffages collectifs et les laiteries. Une hausse des cours des produits lourds entraîne bien sûr une hausse des produits industriels, qui se répercute ensuite sur l'indice des prix. Il faudra probablement en passer par là, sachant que la compagnie française de raffinage va augmenter à partir du 1er novembre le prix de son fioul lourd de 11%, c'est-à-dire qu'entre le 1er septembre et le 1er novembre prochain, le prix du fioul lourd aura augmenté de 30% en France. Les Européens, mais aussi les Japonais, étaient les deux principaux clients de la raffinerie d'Abadan. Aujourd'hui, ils se bousculent sur le marché libre d'Amsterdam, conséquence, les prix augmentent rapidement. Une note positive pourtant, la consommation de fioul lourd tend à baisser en France. EDF, 20% de fioul en moins grâce au nucléaire, les cimenteries s'équipent au charbon progressivement. Et c'est sans doute pour des raisons énergétiques que M. Giraud fait à partir d'aujourd'hui un voyage surprise à Alger. Vous savez, on discute des livraisons de pétrole algérien et surtout de gaz. Le plafond des livrets A des caisses d'épargne sera relevé à partir du 1er novembre. Relèvement de 4 000 francs. Le nouveau plafond s'élève désormais à 49 000 francs par livret. Vous savez que ces derniers mois, il y a eu des retraits assez spectaculaires sur les livrets de caisses d'épargne en France. À Golfech, dans le Tarn-et-Garonne, les bulldozers ont commencé à dégager le site de la future centrale nucléaire. Les travaux ont commencé ce matin sous la protection des forces de police et en présence d'un certain nombre d'écologistes qui occupaient symboliquement le site de la future centrale nucléaire. Si M. Mitterrand annonce clairement sa candidature à l'occasion du prochain comité directeur du PS, le 8 novembre, il sera le candidat de tous les socialistes. C'est ce qu'a déclaré ce soir M. Pierre Mauroy, que l'on sait partisan, lui, d'une candidature de M. Rocard. M. Mauroy était l'invité de l'émission de France Inter Face au public. M. Mauroy. François Mitterrand prendra sa décision. L'essentiel qu'il me fasse connaître le 8. S'il est candidat, il sera le candidat de tout le parti. S'il n'est pas candidat le 8, et il le sait bien, les militants désigneront Michel Rocard. Le Parti socialiste, dans une procédure démocratique, et donc dans cette situation, non pas d'avoir de grandes difficultés, mais d'avoir deux candidats qui, pour des raisons bien différentes, sont deux candidats d'unanimité capables de nous conduire à la victoire. Deux responsables d'une société d'alimentation pour bétail incarcérés aujourd'hui à Laval pour infraction à la législation sur l'administration d'hormones artificielles à des veaux. Ces deux arrestations font suite à une enquête de la police d'Angers.
Il faut réorganiser le système funéraire français. C'est la conclusion du rapport d'un conseiller d'État, M. Aubert, qui voudrait que l'on simplifie les démarches auxquelles se trouvent confrontées les familles dans des circonstances qui sont toujours dramatiques. Claude Sérillon. 3 séries de souhaits. 1. Les opérations funéraires. Prévoir la responsabilité d'un médecin traitant remplaçant les médecins d'état civil, que l'organisation des transports des corps soit simplifiée, que l'on encourage la crémation. Actuellement en France, moins de 1% des Français, plus de 50% dans les pays anglo-saxons. Il est souhaitable d'envisager que les départements puissent prendre l'initiative de créer des crématoires, ajoute le rapporteur. 2. À propos du monopole des services de pompes funèbres, les formules actuelles, soit la commune assure l'ensemble des services, soit elle le confie à une entreprise privée, restent valables, même si quelques abus nécessitent des contrôles de gestion. Une proposition concrète, l'établissement d'une carte professionnelle délivrée par une commission comprenant notamment les associations de consommateurs. Enfin, 3. Les cimetières, leur insertion dans les milieux urbains, les facilités d'inhumation en propriété privée et l'autorisation de carrés confessionnels. Oui, à l'origine de ce rapport, il y a surtout un certain nombre de pratiques abusives des quelques sociétés de pompes funèbres qui ont pratiquement le monopole du marché de la mort, si je puis dire. Voici quelques exemples de ces pratiques abusives dont je vous parlais. La Mort est une entreprise florissante. Chiffre d'affaires annuel, plus de 30 millions de francs. Elle emploie 18 000 personnes environ. Une gigantesque entreprise qui parfois ne recule pas devant le marketing funéraire. Il y a des choses assez révoltantes. Par exemple, j'ai vu proposer pour un cercueil, qui est une caisse en bois avec 4 poignées, ça suffit largement pour porter le cercueil. On propose aux gens 6 poignées, c'est-à-dire 2 supplémentaires qui ne servent strictement à rien. Et les gens acceptent parce que ils se sentiraient coupables de refuser des choses qui concernent l'enterrement d'une personne aimée et qui les feraient se sentir coupables s'ils le refusaient. Il arrive que les pompes funèbres contactent des membres du personnel de l'hôpital, leur demandant de les prévenir lorsqu'il y a un décès. Et évidemment, en échange d'une petite commission. Il m'a dit, écoutez madame, est-ce que vous avez des personnes qui sont dans votre immeuble susceptibles de mourir? Je suis une entreprise de pompes funèbres, il m'a donné sa carte. Il m'a dit, vous savez, si vous voulez bien nous prévenir quand il y aura quelque chose, nous vous donnerons un petit dédommagement. Vous savez, ça se fait couramment, madame, ça se fait couramment, et nous ne sommes pas les seuls à le faire. Alors, ça ne s'est pas passé souvent, mais enfin, quand c'est arrivé, mon Dieu, j'ai téléphoné. Tout cela est possible en dépit d'un système de monopole sur les obsèques. Un monopole exercé pour 20% de la population par les communes elles-mêmes et pour 80% par des entreprises privées concessionnaires. Un monopole ne s'appliquant qu'aux fournitures essentielles, cercueils, transport. Des agences de funérailles concurrentes se sont alors créées, proposant aux clients ce qui est resté dans le secteur libre. Décoration, croix, pierre tombale. Une situation qui conduit souvent à ces pratiques commerciales abusives. Que se passe-t-il si par exemple j'ai un menuisier dans ma famille et si je veux faire mon cercueil par ce menuisier? C'est prévu. Seulement la famille doit payer à la régie le prix du cercueil correspondant. Je le paye 2 fois. Vous avez payé celui que vous avez commandé à votre menuisier, vous paierez celui de la régie. Et vous trouvez vraiment ça normal? C'est la loi. Une aberration qui ne semble pas avoir été remise en cause par l'ensemble des mesures visant à actualiser la législation funéraire. Sport. Pour son premier match en Afrique du Sud, l'équipe de France de rugby a gagné. Elle a battu une sélection du Natal à Durban, le score 27-16. 3 hommes à abattre, rien à voir avec le sujet précédent. C'est le titre du dernier film d'Alain Delon, réalisé par Jacques Deray et coproduit par Antenne 2. L'histoire de ce film, le thème de ce film, raconté par France Roche.
flinguer qui là-haut? Voilà, France Franche n'étant pas au rendez-vous, je vous signale tout de même que dans ce film, Alain Delon revient un héros plus gentil que celui qu'on a l'habitude de voir. Il n'est ni gangster ni policier, il est entre les gangsters et entre les policiers et il a entrepris de se défendre. Pour terminer, les résultats du loto. Pour gagner aujourd'hui, il fallait jouer le 3, le 12, le 15, le 37, le 41, le 45. Numéro complémentaire, le 31. Et puis maintenant, les pronostics du tiercé. Si vous n'avez pas gagné l'auto, vous pourrez vous rattraper demain. Tiercé à Saint-Cloud demain, dans le prix Montpetiot, comme on dit en patois ch'timi. Le 6, le 4, le 11, le 2, le 10 et le 9, Coccinello. La météo maintenant. Vous voyez les températures qu'il a fait aujourd'hui. Encore des températures clémentes sur l'ensemble du pays. Pour demain, des nuages affecteront le sud-ouest le matin, des brouillards et brumes se produiront localement, surtout de la Bretagne au Massif central. L'après-midi, le ciel sera généralement ensoleillé sur toutes les régions de la France. Baisse modérée des températures, vent de nord à nord-est assez fort sur les régions méditerranéennes. Voilà, dernier journal en fin de programme avec Paul Amar. Ensuite, des extraits du duel Carter-Reagan que vous avez pu voir ce matin en direct sur Antenne 2. Si vous ne l'avez pas vu, nous allons vous en repasser ce soir donc après le dernier journal. Demain, invité d'Antenne 2 midi, Madame Danielle Rapoport, psychologue. Voilà, ce journal est terminé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée sur Antenne 2. Bonsoir.